Nous sommes le mercredi 21 janvier 2026 et en ce moment, c'est le Forum économique de Davos. Or, le gros sujet du moment dans ce forum, c'est la tension entre Donald Trump et Emmanuel Macron sur le sujet du territoire du Groenland. Salut les infocrates, aujourd'hui donc on va parler de la tension qui se passe en ce moment entre les États-Unis et l'Europe sur la question du territoire du Groenland. Souvenez-vous, Donald Trump cherche à avoir le territoire du Groenland sous la coupe des États-Unis. Or, le Groenland fait partie en réalité du Danemark. Plus exactement, le Groenland est un protectorat du Danemark dans le sens où il y a un statut d'autonomie du Groenland tout en étant rattaché à la couronne du Danemark. Le Groenland a un premier ministre, mais il est soumis à l'autorité du Danemark. Donc, comme vous l'avez vu hier, Emmanuel Macron a parlé au forum de Davos et il a attaqué Donald Trump. Il l'a accusé de faire du néocolonialisme au Groenland et il l'a accusé de vouloir faire des Européens des vassaux. Il a dit les Européens doivent prendre leurs responsabilités et c'est une question de souveraineté et c'est tout à fait inédit. On voit que là, Emmanuel Macron est en train de prendre une voie où il sort de la soumission aux États-Unis. On a vu que y a une agression de Donald Trump, il y a une agression envers Emmanuel Macron et Donald Trump a publié des messages qui étaient privés entre lui et Emmanuel Macron où il lui dit qu'il comprend pas qu'est-ce qu'il fait, il faut qu'il revienne dans le rang, où Emmanuel Macron propose une réunion que Donald Trump finalement a refusée, mais tout ça dans le but d'humilier Emmanuel Macron. Et c'est une stratégie qui est agressive. Pourquoi ? Parce que sur le Groenland, comme le territoire appartient au Danemark, le Danemark est en train de se défendre. Le Danemark se trouvant dans l'Union européenne, les États de l'Union européenne essayent, tant bien que mal, de défendre le Danemark contre les Américains. Et là, on est sur une tension entre les Américains et les Européens. Et il semble que les Européens soient en train d'envoyer des militaires au Groenland pour défendre le territoire. Et il semble que les Américains fassent la même chose pour essayer de récupérer le Groenland, envoyer des militaires. On est donc à un point où les alliés de l'OTAN sont en train de se battre. Donc peut-être aussi qu'on est après la fin de l'ONU, qu'on est en train d'assister à la fin de l'OTAN. Et peut-être qu'on est, si on ouvre vers le futur, qu'on est en train de vivre ce qui peut être une troisième guerre mondiale. Dans la réalité. Parce que il faut quand même savoir qu'il y a le terrain de l'Ukraine, il y a le terrain du Moyen-Orient, où les Européens ne sont pas impliqués militairement, mais les États-Unis, eux, ils y sont, en Israël, en Iran. Et quand Israël a besoin d'aide pour taper l'Iran, les États-Unis y vont en général. Donc on a le conflit sur le Groenland, on a le conflit sur l'Ukraine, on a le conflit sur le Moyen-Orient. On peut avoir éventuellement un conflit sur Taïwan, puisque si on se rappelle, Taïwan c'est un morceau de terre chinoise en Asie qui a été conquise par les Occidentaux et les Américains en particulier. Taïwan est devenu une plaque tournante de l'industrie de l'informatique, entièrement occidentalisée. Et c'est une colonie américaine, on peut dire, en mer de Chine. Et depuis quelque temps, il s'agit pour la Chine d'essayer de récupérer Taïwan. Notamment parce qu'il y a une communauté de culture quand même qui reste entre Taïwan et la Chine, et parce que Taïwan donc fabrique des microprocesseurs pour les ordinateurs. Et ça, la Chine en a besoin. Il sort de la soumission aux États-Unis et finalement, peut-être il est en train d'enclencher ce qui peut s'appeler un pôle européen. Puisque dans le monde actuel, on est en train d'assister à la fin du monde unipolaire et on va vers le monde multipolaire avec un pôle chinois, un pôle russe, un pôle américain. Et peut-être qu'Emmanuel Macron est en train d'inventer ce qui sera dans le futur un pôle européen, même si
on peut quand même se dire que l'influence américaine est encore là, et donc on ne sait pas comment les Européens pourraient faire pour se débarrasser de cette influence qui est extrêmement forte, puisque les Européens sont dépendants des Américains sur la question du militaire et sur la question de l'informatique, de la tech, et on ne sait pas très bien comment ça va se passer. D'ailleurs, les ressources exploitables du Groenland sont données en priorité aux habitants du Groenland, et finalement, le Danemark n'exploite pas tant que ça économiquement le territoire du Groenland. Ceci étant dit, Donald Trump, il faut quand même se souvenir que là, il est dans une stratégie de repli sur sa zone d'influence, sur ce qu'on peut appeler son pôle d'influence, ce qui est le territoire du continent américain. Le Groenland, en fait, se trouve géographiquement plus proche de l'Amérique que de l'Europe. Il est dans le nord de l'Amérique, près du pôle, près des pôles, mais plutôt dans la zone américaine. Et Donald Trump, dans sa stratégie de repli sur son pôle, sa zone d'influence qui se situe au niveau du continent américain, il veut, lui, récupérer l'Amérique latine, le Canada et le Groenland. Il, d'ailleurs, a dit clairement que, après avoir attaqué Nicolás Maduro, le président vénézuélien, pour récupérer notamment les ressources, mais aussi récupérer une sorte de mainmise sur le Venezuela, il a dit clairement que désormais, son plan, c'était d'aller en Colombie, d'aller à Cuba. Il a parlé du Canada, ça fait un moment qu'il parle du Canada, ça fait plusieurs mois qu'il est en bisbille avec les autorités du Canada parce qu'il veut récupérer le Canada et en faire un État américain. C'est pareil pour le Groenland. Les autorités du Canada sont d'ailleurs en discussion avec les Chinois pour savoir est-ce qu'ils peuvent pas faire plus d'affaires et commerciales pour ne pas subir la mainmise des États-Unis. Donc on va voir un petit peu comment ça se joue à ce niveau-là. On sait aussi que Donald Trump a créé son conseil pour la paix avec une possibilité d'entrer dans ce conseil pour 1 milliard d'euros. Et son but est aujourd'hui clairement de concurrencer l'ONU. On est donc sur une stratégie qui est pas du tout d'arrêter de respecter le droit international. Je pense que c'est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'il a acté en fait la mort de l'ONU. On sait déjà depuis un moment que le droit international que les Occidentaux font respecter dans le monde, eux-mêmes en fait ne le respectent pas. Donc c'est pas une question de respecter juste le droit international, d'arrêter de respecter le droit international, parce que on sait que les États-Unis ont été les gendarmes du monde pendant un certain nombre d'années. Ils ont fait de l'ingérence dans tous les pays du monde, avec la CIA, avec l'OTAN, avec l'ONU aussi, dans une certaine mesure, avec le dollar, l'argent dollar, dont ils se servaient pour imposer la norme commerciale américaine. En fait, c'est pas une question d'arrêter de respecter le droit international. C'est plus profond que ça. On en est à acter la mort de l'ONU. C'est-à-dire, on en est à acter la fin de l'hégémonie. En fait, c'est la fin de l'hégémonie américaine qu'on est en train d'acter et la fin du nouvel ordre mondial hérité de 45. Et quand on dit que c'est la fin du nouvel ordre mondial hérité de 45, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est la fin de l'hégémonie américaine et la fin de la Pax Americana. Et les Américains le savent. Donald Trump le sait. Il sait que c'est la fin de la toute-puissance américaine dans le monde. Et là, il est en train de faire une stratégie de repli. Il est en train de sortir du multilatéralisme. Il est en train de sortir de tout ce qui faisait l'hégémonie américaine jusqu'à il y a quelques années. Il a compris qu'il n'y a plus d'hégémonie américaine, donc il retire ses pions et il laisse les autres pôles grandir. C'est-à-dire qu'il laisse ce qui se passe au niveau des BRICS se passer. Il laisse la Russie essayer d'avoir des points supplémentaires pour créer sa zone. Il laisse la Chine avoir son pôle. Peut-être l'Inde aura des choses. En fait, c'est pas qu'il laisse parce qu'il veut bien les laisser. Il laisse parce qu'en fait, il n'a en fait aucun autre choix.
Il faut quand même bien se rendre compte que la Chine, on parle de la deuxième, voire la première puissance économique mondiale. Et quand on se projette dans les 10, 15, 20 prochaines années, pour l'instant, la Chine n'est pas rattrapable euh, en l'état des économies occidentales. En tout cas, pas dans les 10, 15, 20 prochaines années. On sait que la Chine fait des investissements massifs dans l'industrie, dans la technologie, dans même le mariage entre l'industrie et la technologie. On sait que la Chine désormais produit des voitures. La Chine fabrique. La Chine a une industrie qui a longtemps été l'industrie la moins chère du monde. C'est un peu moins le cas aujourd'hui parce que il faut aussi dire que l'économie de la Chine étant dans une forme de transition vers le service, ils sont en train d'avoir une économie comparable à celle des économies européennes et occidentales. Et donc, ce n'est plus l'usine du monde comme avant, mais je pense qu'ils sont, les Chinois, dans l'optique de garder leurs industries, même si ce n'est plus eux qui fabriquent le moins cher, même s'il y a moins de compétitivité au niveau des prix de ce qu'ils font, parce que les droits sociaux vont augmenter, les salaires vont peut-être augmenter, etc. Mais je pense que le plan pour les Chinois, c'est que même si les prix de leurs produits vont augmenter, ils ont l'intention de les produire eux-mêmes et de concurrencer les autres en proposant des produits encore un peu moins chers dans une certaine mesure, et surtout concurrencer les autres là où ils ne produisent plus pour certains pays. Il y a des produits que les Chinois fabriquent et que les Européens ne fabriquent plus parce que les Européens, dans certaines nations, il n'y a plus d'industrie. Par exemple, si on regarde la France, bon, ben, l'industrie de la voiture, elle s'effondre. On a des usines à Poissy, par exemple, l'usine Peugeot, elle ferme. Renault a du mal à vendre. La fusion entre Renault-Nissan était plus soutenue par Nissan que par Renault. L'entreprise chinoise de voitures BYD, grâce au fait qu'ils ont mis des robots dans les usines et qui vont les booster à l'IA, du coup ils peuvent faire des usines entières sans salariés, sans ouvriers. Et donc du coup, aujourd'hui, BYD, ils veulent ouvrir des usines en Europe pour remplacer les usines que les Européens ne font plus. Et le tout sans embaucher le moindre salarié en Europe. Ou en tout cas le moins possible. Donc du coup, là, on est sur une stratégie de Donald Trump qui a compris qu'il était en train de se faire dépasser, qu'il n'avait pas encore les moyens de rattraper le retard, il n'a pas encore les moyens de se battre financièrement, économiquement, commercialement, même au niveau de la dette, au niveau du travail, il y a du chômage de masse aux États-Unis comme partout en Europe. Il n'a pas les moyens de contrer la progression de la Chine, donc pour l'instant, il est sur une stratégie de repli. Il est sur une stratégie de repli pour avoir des territoires qui ont des ressources. Le Groenland a des ressources, le Venezuela a un peu de pétrole, l'Amérique latine en général, le Canada. Et là, ils veulent être sûrs d'avoir des endroits où il n'y a pas de mainmise russe, où il n'y a pas de mainmise chinoise qui récupère les ressources. Ils veulent être sûrs que dans le continent américain, ils ont bien la mainmise sur tous les endroits pour avoir accès aux ressources et aux industries dans ces pays-là. Et donc, Donald Trump devient agressif. En fait, on est dans une période où on voit arriver des tensions qui étaient inimaginables il y a 10 ans. C'était inimaginable entre Européens et Américains. Alors que les Européens sont les vassaux des Américains depuis 1945. Donc si vous voulez, là, on vit une période extrêmement compliquée. C'est la fin du nouvel ordre mondial hérité de 1945. C'est la fin de l'ONU, la fin de l'OTAN. C'est donc la construction de l'ordre mondial d'après. En fait, là, on est sur la construction du monde d'après.
du monde où la Chine va avoir une grosse place, la Russie, l'Inde, et aussi où les BRICS vont profiter de la faiblesse américaine pour inventer leur propre commerce. On voit la Chine qui est en train de vouloir concurrencer le système de paiement américain. Donc c'était un système qui s'appelait SWIFT. Et la Chine a inventé son propre système qui s'appelle CIPS. Et la Chine va en Afrique partout pour dire désormais dans les relations commerciales avec la Chine, il faudra utiliser le système de paiement CIPS en yuan. Parce que le système SWIFT se faisait en dollars. Et donc, les BRICS disent maintenant, on fait plus de commerce en dollars, parce que les États-Unis utilisaient le dollar pour attaquer commercialement tout le monde. Maintenant, les BRICS font du commerce dans d'autres monnaies. Et le yuan est en passe de concurrencer le dollar avec la valeur de l'économie chinoise, qui est une grosse économie. Donc voilà, en fait, les Américains sont en perte de vitesse, ils se replient pour ne subir le moins possible la perte de vitesse, et donc ils deviennent agressifs vis-à-vis de tous leurs alliés. C'est ça qui est en train de se passer. Voilà, c'est la fin de cet édito, j'espère qu'il vous aura permis de réfléchir, et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!